Bonjour à toutes et à tous, il est 10 heures. Bienvenue à cette e-conférence Sage, spéciale sur l'accompagnement des collaborateurs dans cette période exceptionnelle. Avec nos invités, nous allons parler de proximité, d'écoute et de bienveillance, trois fondamentaux d'une culture d'entreprise pour accompagner les collaborateurs durant cette crise. L'idée est de partager avec vous l'expérience Sage avec des cas pratiques et comment l'entreprise se mobilise dans cette période. Notre e-conférence pour cela sera divisée en plusieurs parties. Les constats et l'organisation, l'utilité des fondamentaux, la valeur profonde du lien et bien sûr une conclusion pour que nous puissions sur ce que nous allons retenir en fait pour l'après. Alors une petite précision, vous avez un lien SMS qui défile en bas de l'écran. N'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long de cette e-conférence. Nous répondrons à une question à la fin de chaque partie et aussi à la fin de la e-conférence. Alors, attaquons tout de suite avec nos invités. Nous avons aujourd'hui avec nous Marie-Claude Chazot, qui est DRH Sage Europe du Sud. Marie-Claude, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Marie-Claude, une petite première question. Le pourquoi finalement de cette e-conférence sur ce sujet? Le pourquoi, il est assez simple, je dirais. Il nous a paru important de pouvoir partager l'expérience que nous avions vécue et qui était inédite au travers de cette e-conférence. Et puis notre devise dans ces moments un petit peu particuliers, c'est d'être là, à la fois pour aider et accompagner nos clients et nos salariés. Et c'est aussi un moyen de le faire au travers de cette e-conférence. Parfait. Nous avons également avec nous Dominique Voix, qui est responsable formation et coach. Dominique, en quoi vous pensez qu'il est important d'aborder ces sujets-là et comment ça se concrétise pour vous? Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, il est important d'aborder ces sujets-là parce qu'effectivement, c'est une situation atypique et face à une situation aussi atypique, en faisant preuve d'empathie, ça nous a très vite permis de savoir comment repenser nos actions pour pouvoir maintenir le moral des troupes et l'engagement dans cet environnement, vague, incertain, complexe et ambigu. Parfait. Nous accueillons aussi Christine Maga, qui est psychologue du travail. Bonjour Christine. Et une première question pour vous. Finalement, votre rôle, vous, en tant que psychologue du travail dans ce type de période? Bonjour à tous et merci à Sedge de son invitation à cette e-conférence. Je suis effectivement psychologue du travail et je me suis aussi spécialisée dans tout ce qui est stress et notamment stress post-traumatique, ce qui me vaut aussi d'intervenir dans des entreprises dans des situations assez dégradées. Et en ce moment, j'accompagne essentiellement les entreprises à travers des ateliers, donc des formations en ligne sur la gestion du stress, la gestion des émotions, des formations aussi d'initiation à l'auto-hypnose, essentiellement. Parfait, merci Christine. Justement, vous parlez du stress. Nous allons donc aborder tout de suite la première partie qui est sur les constats et l'organisation. Alors Marie-Claude, concernant le stress, justement, qu'avez-vous à dire sur ce qu'il s'est passé finalement? Alors, un certain nombre de choses. La première chose que j'ai envie de partager avec vous et qui, je pense, a été ressentie dans toutes les organisations, c'est que le Covid et surtout la crise sanitaire qui l'accompagnait et bien évidemment la partie confinement ont eu un impact inattendu sur les organisations et les entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur activité, parce que pratiquement du jour au lendemain, ça a mis à mal tous nos repères et nos cadres de référence habituels et de manière extrêmement concrète. C'est-à-dire que soit les entreprises ont dû fermer, selon qu'on soit des commerces ou des biens qui n'étaient pas identifiés comme étant de première nécessité, soit il a fallu trouver des solutions pour les salariés et ceci dans la plus totale urgence. Et dans ce nouvel environnement, les questions prépondérantes qui se posent ou qui se sont posées revenaient à des notions assez basiques, des notions de survie, des notions de transformation et d'adaptation pour survivre et dans un laps de temps extrêmement contraint, extrêmement court. C'est une définition assez bonne d'un cadre extrême qui est évidemment extrêmement propice également à l'apparition de stress qui joue sur différents critères en fait. Déjà et dans un premier lieu, la disparition du lieu de travail physique habituel, la virtualisation de tous les échanges, la perte des habitudes et tous ces enjeux créent des émotions fortes, que ce soit pour les collaborateurs et aussi pour les entreprises, parce que ça nous crée un cadre totalement inhabituel, sans point de référence ni capacité de se raccrocher à quelque chose.
Si j'avais à l'illustrer, je pourrais vous dire que c'est finalement comme sauter dans le vide avec un parachute mal ajusté. Autant vous dire que lorsque j'évoque cette image, ça peut suffire à vous glacer. Et peut aussi également décrire l'état de sidération dont on a beaucoup entendu parler au début de la période de confinement. Or, la sidération, c'est quelque chose qui glace sur place et une entreprise, par nature, elle est en mouvement. Donc, l'enjeu pour Sage, comme j'imagine pour l'ensemble des organisations, ça a donc été de contribuer, et notamment au niveau RH, à proposer un cadre de référence, certes différent, certes adapté, mais qui permettent d'apporter une réponse rassurante aux états émotionnels des collaborateurs, tout en préservant la capacité de l'entreprise à opérer son activité. Pour notre écosystème, pour nos collaborateurs et bien évidemment pour nos clients qui eux-mêmes étaient confrontés à des enjeux absolument similaires et qui avaient besoin d'accompagnement durant cette période. On le voit bien, hein, le lien il concerne aussi bien la partie interne qu'externe. Justement, Tout sur à cette fait. question d'organisation, Dominique, quelles ont été les premières organisations par rapport à cette gestion de stress, on va dire? Eh bien, Patrick, par rapport à cette gestion de stress, bien communiquer, accompagner et soutenir ont été, les maîtres mots, et les actions qui en découlent. Dans un premier temps, bien communiquer pour informer, rassurer, maintenir le lien, donner des conseils et astuces également, par rapport à cette période de confinement pour mieux la vivre. On a, par exemple, mis en place une newsletter RH qu'on a main dans la main avec l'équipe communication co-construite pour garder la proximité, accompagner nos collaborateurs et on maintient et on continue de la maintenir cette newsletter tous les 2 jours et c'est énorme depuis le début du confinement et on ne lâche pas parce qu'il s'instaure un espèce de rituel comme un point de repère justement par rapport à l'entreprise pour nos collaborateurs. On a également un site dédié où on met toutes les informations par rapport à cette situation de Covid. Et on a également une réunion de partage avec nos collaborateurs. Ce sont 100 managers qui se connectent un jour sur deux et ce sont plus de 1200 collaborateurs qui se connectent également toutes les semaines avec une communication de notre comité de direction. Deuxième point, l'accompagnement. Dans cette newsletter, on parle bien sûr des accompagnements qu'on met en place. Alors, il y en a qu'on peut faire à notre niveau, c'est-à-dire proposer via la plateforme LinkedIn des compétences, mais également via des vidéos sur YouTube, par exemple. Donc, c'est quelque chose que même une petite PME peut mettre en place pour accompagner, conseiller, soutenir et également d'autres formations que nous avons mis en place au sein de Sage pour nos collègues, notamment par rapport aux besoins immédiats d'un télétravail à 100%. Eh bien, comment avoir de bonnes pratiques de télétravail, comment vivre cette situation. Et côté instinct de survie dont nous parlait Marie-Claude, eh bien, c'est aussi d'accompagner sur un programme de gestion d'émotions avec une start-up Illy Coach qui nous accompagne là-dessus pour savoir comment gérer ses émotions, travailler sur le changement, la période de confinement et aussi préparer la résilience, le retour. Donc, tout un programme qui nous accompagne et également sur la gestion du stress, l'agilité face au changement pour pouvoir mieux rebondir et mieux accepter cette situation. Côté manager, bien sûr, même principe, des outils et un accompagnement, des formations pour mieux manager à distance, voir quels sont les différents volets, puisqu'on n'est plus sur simplement une distance physique, mais on est aussi sur une distance opérationnelle et une distance relationnelle. Donc vraiment des enjeux par rapport à ça. Mieux mettre en emphase le feedback et nous avons également en troisième volet sensibiliser aussi sur les risques psychosociaux par rapport à cette
se bousculent entre la vie pro et la vie perso, les sollicitations aussi qui se multiplient. Donc pouvoir prévenir dans un cadre bienveillant pour le bien-être de nos collaborateurs. Et enfin, troisième point, je vous disais donc bien communiquer, accompagner et bien sûr le soutien psychologique. Nous avons en place une ligne de soutien psychologique. Donc, avec au bout du fil des professionnels qui peuvent accompagner dans des cas extrêmement difficiles pour nos collaborateurs et des coachs pour au sein de Sedge qui donnent de leur temps pour pouvoir également accompagner nos collaborateurs. Et j'aimerais ajouter que nous accompagnons aussi l'invisible. L'invisible, je parle de ceux qui ont intégré Sedge, nos nouveaux collaborateurs, et qui n'ont pas encore découvert forcément les locaux. Nous avons repensé notre journée d'intégration pour qu'elle soit virtuelle et que ces nouvelles personnes qui nous rejoignent puissent bénéficier d'un lien, d'une expérience satisfaisante pour pouvoir se sentir bien au sein de notre communauté Sedge. Parfait, merci Dominique. Alors, vous, Christine, qui êtes psychologue du travail, cette gestion de stress, comment ça fonctionne? Alors, j'aimerais prendre juste un petit instant avant de parler de comment on peut le gérer, de rappeler quand même l'enjeu colossal du stress parce que même dans une période comme celle-ci, je pense qu'on minimise encore l'enjeu du stress. Alors, nous les humains, on est très conditionnés avec beaucoup d'habitudes et de rituels. On a une part de notre cerveau, enfin celui qui justement assure la survie dont nous ont parlé à l'instant Dominique et Marie-Claude. Cette part de nous va nous conduire à nous asseoir toujours au même endroit à table ou à nous allonger toujours du même côté dans le lit, même pour ceux qui sont seuls. L'idée de ces rituels ou de ces habitudes, c'est de nous rassurer, c'est de nous mettre en sécurité. Alors bien évidemment, dans un contexte de pandémie et surtout de confinement, eh bien, il y a eu une espèce de tsunami dans le lot de nos habitudes, de notre vie quotidienne. Alors bien entendu, ça génère du stress et c'est normal, c'est OK. Si et seulement si on sait déstresser. Le problème en matière de stress, il est dans la dose. Parce que quand on s'installe durablement dans le stress, on va verser dans le stress chronique. Et à ce moment-là, les hormones du stress vont venir encrasser notre système immunitaire, mais aussi encrasser notre capacité à raisonner, à décider clairement, à mémoriser, à apprendre. Le stress, c'est un réel inhibiteur d'intelligence. Et puis quand on est très stressé, cela va aussi faciliter l'ouverture des portes avec les voisins du stress. Ce qu'on va appeler l'épuisement professionnel, le burn-out, l'angoisse, l'anxiété. Donc l'enjeu, il est vraiment colossal au niveau du stress. Alors comment le gérer? Bien, je vais parler peut-être de justement revenir sur les rituels, nos habitudes. L'idée, même dans cette phase de changement, c'est de pouvoir recréer des rituels qui nous rassurent. Là, j'ai entendu plein d'initiatives qui ont été mises en place par Sedge. Ben, par exemple, l'idée, ça serait que même dans le contexte de déconfinement, c'est de faire perdurer ces mesures-là pour que ces habitudes-là puissent continuer d'accompagner l'ensemble des collaborateurs. Et puis, il y a tout un lot de techniques ou de méthodes. Il y a des techniques de respiration, telles qu'on les connaît dans le yoga ou dans la cohérence cardiaque. Il y a le sport. Tout à l'heure, j'ai vu un tapis de course derrière Marie-Claude. C'est une façon toute simple de réguler toute la chimie fine de notre corps et de réguler le stress. Moi, mon outil de prédilection, c'est l'auto-hypnose, mais il y en a quantité d'autres sur le plan, en tout cas, individuel. Christine, en une minute pour la réponse. Si je vous parle du stress, et on parle souvent du stress individuel, également du stress d'une organisation. Comment on gère, on sait, vous venez de le dire, le stress individuel, mais le stress d'une organisation, ça se gère comment? Alors, il me semble que le stress, pour le gérer, on peut difficilement le gérer au niveau collectif. Pour qu'il se gère au niveau collectif, il faut passer par le niveau individuel et pouvoir partager avec l'ensemble de ses collaborateurs de la connaissance,
de l'information, là que j'ai entendu parler tout à l'heure d'ateliers, des outils aussi très pratico-pratiques pour rendre chaque collaborateur autonome et acteur dans la gestion de son stress. Et c'est comme ça que, Parfait. in extenso, on gère le stress au niveau collectif. Parfait. Alors, on a une première question SMS qui va nous être diffusée tout de suite. Elle est passée déjà. Voilà. On a Frédéric qui nous demande pour la gestion du stress de vos salariés, avez-vous prévu un accompagnement sur le long terme? Est-ce envisageable? Est-ce envisagé? Alors, je vais demander peut-être à Dominique de répondre. Est-ce que vous avez une continuité sur cette question de la gestion et de l'organisation? On l'a effectivement mis en place dès le début du confinement. Comme je vous disais, ma première réaction, ça a été la panique, mais la deuxième, ça a été OK. Donc, en faisant preuve d'empathie, comment vont se sentir les collaborateurs? Comment on peut les aider? Comment on peut les accompagner? Et donc, tout de suite, on a mis en place ce programme, notamment avec Illy Coach, qui est un programme sur la gestion des émotions, la gestion du stress. Il y a des parties sur la sophrologie, sur la relaxation. Et bien entendu, nous avons planifié un programme qui va s'étendre sur la suite parce que c'est une situation qui va marquer les esprits, qui génère un ancrage émotionnel et on n'est pas à l'abri à la suite qu'il y ait aussi des réactions qui soient post-traumatiques. Et c'est la raison principale pour laquelle on compte bien, vu toutes les initiatives qui se sont mises en place, vu la réception par nos collaborateurs, l'accueil qu'ils en font et l'utilité en voyant le nombre de connexions de collaborateurs qui se joignent à ces ateliers. Bien entendu, nous avons identifié que c'était un besoin et nous allons accompagner nos collaborateurs jusqu'où il faudra, j'allais vous dire. Voilà, il n'y a pas de réponse sur la notion de temps, c'est juste jusqu'au moment où ils n'en auront plus besoin. Parfait, on voit bien l'utilité de l'accompagnement sur la durée. On va attaquer tout de suite la deuxième partie qui est sur l'utilité des fondamentaux, tout ce qui concerne finalement la culture d'entreprise et son rôle dans cette période, somme toute exceptionnelle. Marie-Claude, dites-nous un petit peu ces fondamentaux de l'entreprise, cette culture de l'entreprise, quel rôle elle joue finalement? Écoutez, un rôle absolument essentiel. J'écoutais avec beaucoup d'attention ce qui était partagé par Christine et Dominique à l'instant, et notamment la dernière question par rapport à l'accompagnement du stress. Pour illustrer aussi ce dont j'ai envie de vous parler maintenant sur les valeurs, c'est que dans l'environnement de Sage, il y avait déjà une attention particulière autour de cet accompagnement et de la prise en compte de ces différents facteurs. Et qu'en fait, ce que la période de confinement a mis en lumière et révélé, ce sont effectivement des choses que nous savions être là dans la culture de l'entreprise, mais qui ont pris de nouvelles couleurs. Comme la plupart des organisations, nous avons bâti notre culture d'entreprise sur un certain nombre de fondamentaux qui reposent sur des valeurs, et ces valeurs, elles illustrent à la fois pour nos salariés, nos clients et bien évidemment nos directeurs et nos actionnaires, l'entreprise que nous souhaitons être. Et elles reflètent également les attentes de nos collaborateurs. La particularité d'une période de crise et un des enseignements qu'on peut en retirer, c'est qu'en fait, elle est en général un révélatoire assez impitoyable de la réalité qui sous-tendent les valeurs, à savoir ces valeurs sont vraiment ancrées dans quelque chose de réel et de concret et elles sont illustrées dans le quotidien, ou alors elles ne sont que finalement un bel emballage qui se révèle être un peu creux. L'enseignement que nous on retire côté Sage de toute cette partie confinement et crise, c'est qu'il y a deux choses qui se sont mises énormément en lumière et très rapidement. Et je pense que Dominique vous l'a déjà illustré, notre capacité à innover face à une situation inédite qui s'est traduite par l'agilité avec laquelle nous avons pu aborder des pratiques de manière différente. En premier lieu, revoir notre organisation du travail du jour au lendemain en mettant l'ensemble de nos salariés en télétravail, la capacité à intégrer des contraintes inédites, les enfants, le conjoint à domicile, la difficulté à travailler sur des horaires classiques et le besoin qui est toujours là, comme pour la plupart des organisations, de prendre en compte les demandes de nos clients, souvent urgentes, parce qu'eux-mêmes confrontés à un univers professionnel dégradé.
Et l'agilité qui a été mise en œuvre, elle est allée puiser sa source dans une solidarité au niveau de l'organisation qui, là encore, s'est mise en place dès les premiers jours du confinement pour proposer des solutions, des contributions, des actions et enrichir au fur et à mesure tout ce qui pouvait être proposé et lancé. Et j'aime souvent à dire en fait que, bien évidemment, les équipes RH, les équipes communication, elles ont fait un travail assez extraordinaire, il faut le reconnaître, pour accompagner les collaborateurs et illustrer cette culture d'entreprise, mais elles n'ont été qu'un vecteur. En fait, les salariés ont avant tout contribué à mettre en place et à nous accompagner aussi dans la gestion de cette crise. On le voit bien, finalement, c'est un dispositif qui a fonctionné dans les deux sens, aussi bien descendant qu'ascendant. Exactement. Et je n'aurais pas su mieux le résumer que ça. Merci. Alors Dominique, cette fameuse culture d'entreprise et ses fondamentaux, comment opérationnellement parlant, ça se décline sur le terrain? Alors déjà, juste pour conclure sur ce que disait Marie-Claude, je pense que si on avait voulu faire une formation sur comment incarner les valeurs, nous n'aurions pas fait mieux que ce que nos collaborateurs ont démontré durant cette période. Et ça, c'est un vrai révélateur de ce qu'est notre culture d'entreprise. Ce sont nos collaborateurs qui font vivre ces valeurs aujourd'hui. Comment ça se décline? Dans notre culture d'entreprise, nous devons faire ce qu'il faut, innover et nous attachons particulièrement de l'importance, prêter attention aux autres, parce qu'on part du principe qu'une équipe qui prend plaisir à travailler ensemble, qui prend soin les uns des autres, c'est une équipe qui gagne. Et pour garder cette dynamique, nous avons mis en place un dispositif, notamment celui d'un sondage qui est régulier, auquel nos collaborateurs peuvent s'exprimer tous les jours s'ils le souhaitent. On prend le pouls de nos collaborateurs via ce sondage, qui est un sondage qui permet de savoir comment ils accueillent les actions que nous mettons en place, de quoi ils ont besoin. Qu'est-ce qu'ils pensent de comment nous gérons cette crise sanitaire et le retour de nos collaborateurs, eh bien, on l'analyse et en fonction des retours qu'on a, eh bien, on est agile, on s'adapte et puis on innove dans ce sens-là. Et les résultats sont assez fabuleux puisque nous avons 93% de nos collaborateurs qui nous disent être satisfaits de la manière dont on les accompagne durant cette crise. Nous avons également 20% de commentaires, de suggestions pour faire mieux. Et c'est bien ce que nous comptons faire pour vraiment pouvoir être 100% en phase avec leurs attentes et pouvoir aller de l'avant. Le deuxième dispositif par rapport à cette culture d'entreprise, on a parlé tout à l'heure du bouleversement, de travailler à la fois dans un foyer avec des enfants en bas âge, des ados, ou alors d'être complètement isolé, puisque ça arrive aussi qu'on soit loin de sa famille dans cette situation. Eh bien, nous avons mis en place des communautés d'échange, de partage pour des personnes qui sont fragiles ou qui ont un handicap, pour les personnes qui sont isolées, pour les personnes qui sont parents d'enfants en bas âge, pour les parents profs, afin de pouvoir avoir ces moments d'échange où on puisse se retrouver dans des communautés transverses, qui a aussi des bienfaits en termes de partage, mais aussi de créer du lien, du réseau au sein de Sage, puisque vous savez que dans les grandes entreprises, l'enjeu par rapport aux différents services, c'est aussi de faire la collaboration, de casser les silos. Et là, on est dans une période où justement les frontières sont complètement effacées et il y a beaucoup d'initiatives également qui sont mises en place. On a par exemple un collaborateur en interne qui propose des séances de sport pour l'ensemble de nos collaborateurs. On a des initiatives telles que les cafés pyjamas qui sont déguisés. On a également
des ateliers un peu plus fun pour créer du lien, pour ramener de la joie, pour parler autre chose que du travail. Donc peut-être pour parler de cette culture, pour l'illustrer, déjà chez Sedge, on se tutoie. Donc la structure hiérarchique pyramidale, elle est très peu marquée finalement. Quand on a besoin d'intervenir, on escalade très vite, on s'adresse directement aux bonnes personnes. Donc le tu a permis de garder cette culture, ce lien entre les collaborateurs, y compris à distance. Également dans notre culture, il y a faire ce qu'il faut et être intègre, transparent. Et je pense que c'est une des choses d'ailleurs que nos collègues nous témoignent dans le sondage. Il y a une relation de confiance en fait avec le comité de direction et ça se note par le fait que notre comité de direction communique avec l'ensemble des collaborateurs chaque semaine et nos collaborateurs, donc les 80% qui se connectent, nous remontent qu'ils apprécient réellement le fait qu'on leur donne de la vision, qu'on les rassure, qu'on soit transparent sur ce qu'on sait et aussi ce qu'on ne sait pas encore. Donc il y a vraiment une honnêteté et une relation de confiance qui s'établit à ce niveau-là. Parfait. Alors Christine, vous, concernant cette fameuse culture d'entreprise, comment elle vit cette culture d'entreprise sur une période aussi exceptionnelle? Alors, une culture d'entreprise, souvent, ça se traduit effectivement en termes de valeurs. Là, on a entendu parler de bienveillance, d'agilité. Et les valeurs, c'est quelque chose de très important parce que c'est ce qui va permettre de mettre en mouvement un individu, de l'aider à passer à l'action, au contraire de le freiner, parce que c'est pas en cohérence avec ses valeurs profondes, qu'il en soit conscient ou pas. D'ailleurs, on travaille beaucoup sur les valeurs en coaching. Pour ceux qui ont déjà été coachés, on aborde aussi la question des valeurs dans le domaine de la thérapie. Donc, pouvoir se reconnaître dans les valeurs d'une entreprise, des valeurs, pas uniquement des mots, effectivement, qui sont écrits sur une charte, mais des valeurs qui sont incarnées, qui sont mis en vie. Bien entendu, ça va aider à augmenter le matching avec les collaborateurs, à augmenter l'engagement, à nourrir le lien. Les situations de crise, il n'y a pas besoin de vouloir le faire. Les situations de crise, ça remue naturellement les valeurs. On fait le point naturellement sur ce qui est important pour soi. On peut prendre des exemples dans la vie de tous les jours. Si vous connaissez un deuil ou si vous avez un accident grave, bien entendu, à un moment donné, ça va vous inviter à vous poser les vraies questions sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. La culture d'entreprise, c'est aussi le vivre ensemble. Et dans un contexte de confinement, on n'a plus la possibilité de toutes ces communications informelles à la pause café, dans le couloir, à la pause cigarette. Même la communication non verbale, elle est quand même très limitée à travers nos écrans, même si je parle beaucoup avec les mains. Donc l'idée, c'est de pouvoir compenser l'absence de tous ces instants de communication informelle. Donc là, j'ai entendu parler alors je les ai notés, café pyjama, création de communauté. Donc je pense que vraiment, on peut aller dans ce sens-là. Des chats, des forums, des intranets, ça aide dans cette culture-là, dans ce vivre ensemble. L'erreur, à mon avis, ça serait de se contracter sur la simple dimension financière et économique. Alors, bien entendu, il y a beaucoup d'entreprises qui connaissent des difficultés financières, des difficultés de trésorerie, mais il est vraiment important de répondre présent aussi sur ces sujets-là. Parfait. Alors, on va prendre une question SMS. Denis, raison d'être ou culture d'entreprise, un terme bien à la mode en ce moment, info ou intox. Alors, j'aimerais entendre Marie-Claude sur ce sujet, cette fameuse raison d'être dont on parle beaucoup. Est-ce que vous avez à répondre sur ça? Première réaction très spontanée, pourquoi les questions pourries sont toujours pour moi? Non, c'est une très très bonne question en fait, et ce que j'ai essayé d'illustrer tout à l'heure, quand on parlait des valeurs et quand on parlait des fondamentaux, Christine l'a redit, Dominique vous l'a redit aussi.
En fait, les situations de crise et les situations de stress enlèvent les filtres, enlèvent tout l'habillage qu'on peut avoir en entreprise autour des valeurs qui sont là et justement mettent à nu la raison d'être, le fait qu'il y en ait une ou qu'il n'y en ait pas. Et souvent, d'ailleurs, celle qui rejaillit n'est pas nécessairement celle qu'on souhaite mettre en avant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, chez Sage, on a un certain nombre de valeurs qui sont présentées, qui sont incarnées. Celles qui sont ressorties font partie des valeurs que nous prenons en interne, bien évidemment, et elles sont ressorties spontanément vis-à-vis des attentes et des retours qu'on a eus de la part des collaborateurs. Et j'y reviendrai tout à l'heure parce que ça fait partie des choses que j'aimerais expliquer en conclusion. Mais je vais vous livrer un sentiment par rapport à cette question-là, c'est que personnellement, j'ai été surprise du retour que nous avons eu de la part des collaborateurs et notamment du retour positif par rapport aux actions d'accompagnement que nous mettions en œuvre. Pourquoi ? Parce que on reste dans une culture d'entreprise qui est une culture d'entreprise française, dans laquelle en fait on a plutôt tendance à mettre en avant les axes d'amélioration que les actions qui sont positives. Or là, durant cette période de confinement, il y a eu un vrai basculement autour de nous avons un énorme besoin pour être rassurés, vous nous donnez des éléments pour combler ce besoin et nous souhaitons vous dire merci, ce qui est relativement rare dans une organisation. Est-ce que, et c'est un petit peu l'introduction de la prochaine partie, on peut parler d'un vrai lien avec les collaborateurs? Tout à fait, et c'est vrai que c'est vraiment sur cette partie-là que nous avions voulu axer notre démarche. On parlait de la culture tout à l'heure, vous l'avez déjà entendu d'ailleurs dans les propos de Dominique et de Christine. Cette notion du lien, elle est centrale. Elle est vraiment centrale et ça a été notre parti pris en termes d'action. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment cette partie lien entre les gens, lien entre les collaborateurs et l'organisation qui a été touchée en premier lieu par les mesures liées au confinement. On a eu plusieurs exemples qui vous ont été présentés par Dominique et Christine. Sage, en tant qu'entreprise, est une société qui est tournée vers le digital. Donc, nous avons eu de la chance d'un point de vue logistique, et on en est tout à fait conscient, dans la mesure où il nous était relativement aisé de mettre des outils IT à disposition des salariés et de proposer un passage en télétravail pour l'ensemble des collaborateurs très rapidement. Néanmoins, une fois qu'on a fait ça, on commence à se heurter à une des problématiques qui est l'impact sur le lien social, de la mise en télétravail et de la virtualisation des échanges, avec notamment les questions d'isolement possible que cela crée. C'est toujours un enjeu qui a été présent dans les discussions autour du télétravail et le confinement nous a placé face à une problématique qui a été démultipliée sur cette partie-là. Et donc notre parti pris a été de dire cette problématique, elle est présente, elle va être présente avec nous sur un certain nombre de semaines. Donc, nous allons tout mettre en œuvre pour préserver, encourager, nourrir le lien avec nos salariés, que ce soit effectivement au travers du partage d'informations, Dominique l'a parlé, l'a mentionné, pardon, donc les conférences hebdomadaires, enfin les partages hebdomadaires sous Teams avec le comité de direction, nos entretiens avec la communauté des managers tous les 2 jours, quelquefois juste pour échanger des plaisanteries ou se partager des bonnes pratiques ou des recettes de cuisine. D'ailleurs, on n'a jamais autant parlé cuisine que dans ces périodes de confinement, mais peu importe. L'objectif, c'est vraiment de proposer des approches qui permettent d'encourager le lien, de faire remonter les facteurs de stress, d'aborder les peurs et de le reconnaître comme des phénomènes normaux et entendables, même dans un cadre professionnel. Ça veut dire également que garder le lien, c'est faire un pas qui n'est pas un pas que normalement nous mettons en œuvre dans une organisation telle que celle de l'entreprise,
dans l'intégration des émotions dans la sphère professionnelle. Le confinement a créé effectivement et a brouillé les limites entre les deux sphères, entre le privé et le personnel, tout simplement aussi parce que avec la fermeture des écoles, le personnel et notamment les enfants sont entrés de plein pied dans le cadre de la vie professionnelle. Et maintenir le lien, c'est aussi être en capacité de reconnaître que l'accompagnement que nous proposons aux salariés, il doit pouvoir prendre en compte ce mélange des genres. Parfait. Ben justement, quand on parle d'accompagnement, Dominique, sur ce lien, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre et comment ça s'est passé? Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, notamment, la mise en place des communautés de partage pour que ces personnes, justement, pour lesquelles, les enfants ont pris plein pied dans la vie professionnelle, bah, se sentent à l'aise. Donc, communautés, donc les différentes, hein, que j'ai évoquées déjà tout à l'heure. Et, ça a permis quelque chose, ceci, dans certaines sessions, par exemple, sur les bonnes pratiques du télétravail. Euh, Cet accompagnement, le fait de mettre en place les communautés, le fait de leur expliquer que voilà, ça fait partie du contexte actuel, ça a permis à certains collaborateurs de libérer la culpabilité de dire non à son enfant quand on est en réunion visio avec l'équipe, et aussi de pouvoir prendre un temps pour son enfant, pour ses contraintes personnelles, et travailler en mode dégradé. Et tout ça, c'est lié à notre communication, au lien, à la proximité, au fait qu'on aborde un peu plus la sphère aussi personnelle pour pouvoir mettre les gens en connexion et aussi qu'ils se sentent bien. D'ailleurs, on n'a jamais autant entendu de retour de fierté d'appartenance à l'entreprise. Dans les sessions, les retours de nos collaborateurs sur leur conjoint ou leur conjointe qui travaillent dans un autre environnement, c'est vrai qu'ils font du coup la comparaison et ils reconnaissent qu'on a ce lien, cette proximité chez Sage. Voilà. Nous avons mis également en place des ateliers un peu plus fun, alors d'art-thérapie, dessiner c'est gagner. Ce ne sont pas des choses qui ont un coût en soi, surtout qu'on trouve des applications, des sites internet qui permettent de favoriser ces jeux et qui amènent de la joie, du partage, de la richesse. Et on reçoit beaucoup de remerciements, de messages venant du cœur, parce que c'est une période, même si on a possibilité, hein, de contacter sa famille, son entourage, l'être humain, en tout cas chez CED, on sent de la part de nos collaborateurs qu'ils ont un profond attachement à l'entreprise et à ses collaborateurs, à la société. Et ça se ressent dans ces ateliers où les gens viennent volontiers partager aussi du temps libre, entre guillemets, pour partager ces moments de joie avec nous. Et les cafés virtuels, on en parlait tout à l'heure, les apéros déguisés, les apéros géants. On a vraiment des initiatives de toutes parts qui viennent renforcer ce lien. Christine, concernant ce fameux lien, justement, vous qui êtes psychologue, comment on peut finalement évoquer le sujet sur une période aussi compliquée? Le lien, il est au cœur de la situation, là, puisque le Covid interroge très directement notre rapport à l'autre. D'autant plus qu'on est des êtres sociaux par excellence, hein. On a besoin de liens et de contacts. Il y a eu des constats qui ont été faits dans des pouponnières, dans des pays en guerre, avec des bébés qui étaient en carence de liens et de contacts parce qu'il n'y avait pas assez de bras pour s'occuper d'eux. Bien, ces bébés, ils développent de graves retards dans leur développement intellectuel et moteur. C'est-à-dire à quel point le lien et le contact est important. Je peux aussi parler de la pyramide de Maslow, qu'on est nombreux à connaître. Donc, on a tout en bas de la pyramide des besoins physiologiques, puis des besoins de sécurité, et puis des besoins d'appartenance. Et bien entendu, dans une situation de confinement, on ne peut pas se reconnaître comme appartenant du même club de foot parce qu'on va jouer ensemble.
on ne peut plus se reconnaître comme faisant naturellement partie des fans du même chanteur parce qu'on se retrouve à son concert, ou faisant partie des goûteurs de sushi parce qu'on se retrouve dans le même restaurant. Tout ça, c'est plus possible. Et finalement, pour ceux qui ont continué de travailler, la fenêtre qui est restée ouverte, c'est celle qui mène à l'entreprise. Et du coup, ce lien, il est encore surinvesti, ou en tout cas investi différemment. Et du coup, Marie-Claude le disait tout à l'heure, les jeux de posture se sont dissous et l'émotion s'est beaucoup plus invitée dans ce lien-là. Pourtant, l'entreprise, c'est typiquement pas l'endroit où on va manifester spontanément ses émotions. Il y a une étude de l'INRS qui date de 2016 qui montre que 25% des gens déclaraient en 2016, parce que je pense que du coup ça a beaucoup changé depuis, déclaraient devoir cacher leurs émotions et faire semblant. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc là, dans la situation de déconfinement, l'enjeu pour l'entreprise, ça va être d'être suffisamment armé en termes d'information, en termes de compétences, en termes de savoir-être, pour permettre aussi à toutes ces émotions liées à ce stress qui s'est engrangé, de se ventiler naturellement pour pouvoir garder la sérénité si elle est déjà là, ou en tout cas la retrouver pour d'autres. Voilà. Et si il y a du too much, il y a aussi des initiatives qui ont été déjà évoquées, des possibilités de cellules d'écoute ou des accompagnements individuels qui peuvent être mis en place. Justement, il y a une question, à mon avis, sur laquelle vous allez pouvoir répondre, mais également Marie-Claude. Le lien virtuel, mais quid d'un nouveau lien physique avec masque et distance? Quels impacts? Une nouvelle façon de travailler? Point d'interrogation. Marie-Claude, d'abord, vous, quand on a des questions aussi directes que cela, qu'est-ce que ça évoque pour vous? C'est une très bonne question et en fait, c'est une des difficultés auxquelles on est confronté en ce moment puisque paradoxalement, la mise en confinement était sans doute plus aisée que la préparation du retour au bureau. On a évoqué beaucoup de choses autour du stress, autour des peurs, autour de l'émotion et en fait, on se rend compte que la réintégration physique des locaux met ça en lumière de manière encore plus importante que la phase de sidération qui a suivi le confinement. Et effectivement, dans l'esprit de beaucoup de salariés, le retour au bureau, c'était un petit peu le retour à la normale. Un des sujets qui nous anime beaucoup en ce moment avec les équipes RH et les équipes communication, c'est tout le travail d'éducation justement à faire pour préparer ce retour physique avec ce nouvel environnement. Est-ce qu'on va porter des masques? Est-ce qu'on ne va pas en porter? Quelles vont être les nouvelles contraintes effectivement pour revenir au travail? Et une question qui est fondamentale finalement dans les organisations qui avaient la possibilité d'utiliser le télétravail de manière assez aisée, quel est l'intérêt pour les salariés et pour les organisations de revenir sur site face à la peur de la contamination, de la contagion entre collègues et de l'impact aussi sur le lien social parce que être à distance de vos collègues, ne plus se retrouver à la machine à café parce que la machine à café est condamnée et effectivement potentiellement porter un masque pour aller à la cantine et en revenir, ça change là encore complètement le cadre de référence et finalement il y a une nouvelle période d'adaptation qui va être nécessaire. Christine, un éclairage justement sur ce sujet? Le contexte actuel nous a effectivement invités à explorer bien plus qu'auparavant le télétravail et je pense que c'est quelque chose qui va perdurer, bien entendu, à différentes vitesses en fonction des organisations, des entreprises ou même des métiers. Je suis un peu interrogative, par exemple, sur les conséquences du port de masque qui cache nos visages et qui cache nos émotions. Il y a vraiment à être vigilante sur la
la façon dont chacun va revenir un peu ou pas au travail. Chacun a un vécu différent et chacun va venir avec sa réalité, avec sa propre carte du monde. Voilà. Sa propre représentation des choses. Et il me semble que ça peut être aussi un terreau possible de tensions relationnelles ou de conflits auxquels il va falloir être relativement vigilant. Je ne sais pas si je peux prendre encore 1 minute ou 2 là-dessus, mais... Ben justement, sur la conclusion, ça va être bien, justement, sur ce sujet Okay. on parle de l'après. Donc justement, en guise de conclusion, je vais vous demander à chacune un petit peu de nous dire ce qu'on peut retenir pour l'après. On sait bien que c'est le sujet. Hein. Que retient-on de cette période pour ce qui va se passer à partir de maintenant, puisque le déconfinement est tout proche. Donc, Marie-Claude, comment vous appréhendez, quelle est votre vision pour l'après? La vision pour l'après, en fait, elle est encore en cours de construction. On est beaucoup, et vous l'avez compris, dans le présent, dans l'accompagnement, dans la gestion des problématiques. Néanmoins, on voit quand même se dessiner un certain nombre de choses dont on a commencé à parler à l'instant. C'est-à-dire que la première piste de ce qui pourrait être retenu pour l'après et la plus évidente, c'est clairement les impacts sur les transformations de l'organisation du travail. Il y a toute la partie recours massif au télétravail qui va avoir un effet certain sur les habitudes des collaborateurs et aussi sur la perception qu'avaient un certain nombre d'entreprises sur le télétravail. Certaines pouvaient l'envisager modérément et se sont retrouvées confrontées à une situation où elles devaient le mettre en œuvre. C'est chez Sage, avant la période de confinement, nous avions un peu moins de 30% des effectifs qui télétravaillaient régulièrement et une partie de la population qui ne le faisait pas du tout. Nous sommes passés à 100% en l'espace d'un week-end et force est de constater que ça a été possible. Par contre, la question qui va se faire jour par rapport à ça, et notamment à travailler en termes de santé, de qualité de vie au travail, c'est est-ce que c'est quelque chose de pérenne? Est-ce que c'est quelque chose que nous souhaitons continuer? Et justement, par rapport aux impacts que ça a sur le lien social réel, l'interaction, les aptés et la manière dont toute cette partie-là a une importance dans la fluidité avec laquelle nous travaillons ensemble sur des projets, sur des discussions et que le virtuel a bien évidemment impacté. Une autre prise de réflexion, et on l'entend énormément depuis le début de la semaine avec la perspective du déconfinement, c'est les transports et l'utilisation des transports. Avec la prise de conscience des risques sanitaires, mais également des attentes différentes et potentiellement renforcées par les collaborateurs de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'utilisation de modes de transport alternatifs comme le vélo, le covoiturage ou d'autres formes qui vont peut-être du coup revenir comme un boomerang également en entreprise en termes d'attente des collaborateurs et de pistes de réflexion. Et enfin, en dernier lieu, et on en a parlé également, on a parlé du maintien du lien, on a parlé de toutes les actions qui avaient été lancées et de l'impact important de ce lien sur les salariés et leur engagement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un des enseignements pour nous de cette crise et qui n'était pas du tout anticipé au départ, c'est la réaction notamment positive des salariés en termes d'engagement et sa manifestation concrète. Vous connaissez peut-être la plateforme Glassdoor, qui est une plateforme dans laquelle les salariés notent leur entreprise sur un certain nombre de critères, sur lesquels Sage avait une note qui était ce qu'elle était. L'enseignement de la période du confinement, c'est que nous avons énormément de témoignages de collaborateurs durant cette période très positifs sur l'accompagnement de la crise du Covid et que du coup, la note de Sage, à la fois en France et dans les autres localisations dans lesquelles le groupe est présent, a énormément augmenté, et notamment sur des aspects de confiance dans la direction, comme le mentionnait Dominique, etc., etc. Tout ça pour dire que une des choses qu'on peut voir se profiler également, c'est la différence d'attente des collaborateurs et l'engagement en termes de fierté d'appartenir à une organisation
qui se révèlent sur finalement des critères qui n'étaient pas nécessairement ceux que nous mettions en avant au préalable. Une toute petite question, Marie-Claude. Oui, Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de redessiner votre fonction à vous de directeur des ressources humaines? certainement, à partir du moment où on est en train de parler d'une pandémie, d'un confinement, de quelque chose qui a fortement impacté les collaborateurs de l'entreprise. Il y a des impacts sur la partie ressources humaines. Dominique a mentionné tout ce qu'elle a mis en œuvre et au-delà d'elle, l'ensemble de l'équipe RH. Ce qu'elle n'a pas nécessairement mentionné, c'est que nous avons mis de côté un certain nombre de choses pour nous concentrer sur un sujet précis qui était l'accompagnement des collaborateurs. Donc évidemment, il y a tout un pan de l'activité RH qui a pris un éclairage absolument important et beaucoup plus important qu'à l'accoutumée dans ce que nous faisons aujourd'hui. Ça, c'est ce qui est visible de la part des collaborateurs et de l'extérieur. Ce qui l'est moins, bien évidemment, et qui est tout aussi important dans une fonction RH, c'est toute la partie dialogue social qui a été extrêmement prégnante pendant cette période, simplement parce que il y avait, et la plupart des entreprises ont été confrontées aux mêmes choses, il y avait un texte nouveau pratiquement par jour et qu'il fallait bien évidemment être dans une logique d'adaptation permanente par rapport à cet environnement. Parfait. Dominique, justement, sur cette question de l'après, qu'est-ce que vous allez retenir finalement et qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre? Alors, je pense que, pardon, je pense que déjà, on va capitaliser sur ce qui nous a fait grandir et puis penser futur dans cet environnement encore un peu incertain et ambigu. Il y a plusieurs questions en fait de notre organisation. On a vu la solidarité se mettre en place, l'intelligence collective, l'agilité, la transformation d'autres modèles. Euh, Quid sur nos valeurs, parce qu'on voit bien que notre culture, elle est forte. On n'a jamais autant travaillé, fait l'effort collectif, main dans la main. Et donc ça, avec en prime un enrichissement et un co-développement de la part de tous nos collègues. Et donc l'idée, c'est que cet engagement naturel qui s'est manifesté, on puisse le maintenir sur la durée. Quid du télétravail aussi? Est-ce que ça ne va pas donner envie à certains de l'adopter comme un mode de vie généralisé et peut-être d'envisager une exode rurale? Point positif, je pense aussi, c'est sur les futures mobilités sur le marché de l'emploi, puisque ce travail à distance qui n'était pas quelque chose de notre culture française, j'entends, enfin en tout cas moins que dans certains pays anglo-saxons. Aujourd'hui, on a l'exemple d'une collaboratrice qui est basée en Afrique du Sud et qui vient d'être promue pour travailler, donc dépendre d'une fonction basée au Royaume-Uni, tout en restant en Afrique du Sud. C'est un exemple que je vous donne de, ça va peut-être aussi ouvrir le champ des mobilités, aussi bien en interne qu'en externe. Quid de la fonction RH? On a vu que cette période a beaucoup fait travailler en transversalité, par exemple les RH avec la com, main dans la main, mais c'est aussi beaucoup d'autres services qui se sont joints, qui ont fusionné. Donc il y a une vraie question à se poser sur notre façon de travailler, sur l'agilité, sur travailler plus en responsabilité collective, en mode projet. Donc voilà des idées de compétences Parfait. à approfondir. Et puis, quid des compétences en distanciel? Le leadership notamment, quand on est manager et qu'on intervient dans des équipes où chacun est chez soi, dans son territoire, quid de la posture sur le long terme, quid de l'influence, la responsabilisation de l'équipe et aussi d'anticiper la résilience, comment nous allons pouvoir rebondir. Et puis aussi, vous parliez tout à l'heure, Marie-Christine, des tensions. Eh bien, nous allons l'anticiper en proposant aussi un accompagnement sur la prévention des conflits, sur comment on les gère pour pouvoir anticiper tout ça. Et point important, nous allons, je pense, maintenant intégrer plus de bien-être à la vie de nos collaborateurs. Parce que cette gestion de la crise, elle va graver les mémoires. Et il est clair qu'elle va aussi faire le tri en d'engagement et de fidélisation ou l'inverse,
pour toutes les entreprises en fonction de comment elles l'auront géré. Voilà, Merci Dominique. en quelques mots. En quelques mots. Merci Dominique. Alors Christine, justement sur cette question de l'après, comment vous voyez les choses, vous, de votre côté psychologue, on va dire? Alors, moi, je voudrais partager avec vous une enquête que j'ai parcourue d'OpinionWay qui a été faite pendant le confinement. Et il y a un chiffre qui m'a surpris. À 3 semaines du début du confinement, il y avait encore 22% des entreprises qui n'avaient pris aucune mesure. Là, on est à 3 jours du déconfinement. Donc moi, mon invitation, ça serait et je pense que c'est un peu le leitmotiv de la e-conférence, c'est vraiment de s'engager dans ce lien-là à travers une communication. Alors, bien entendu, Marie-Claude le disait, ça change tout le temps en termes de recommandations, de textes. Donc, il n'est peut-être pas aisé d'anticiper et de s'organiser, mais l'idée, c'est de répondre présent dans une communication descendante, dans une communication ascendante. Prenez le pouls de vos équipes, sondez-les, savoir comment ça va, co-décider les mesures à mettre en place en matière de déconfinement. Et puis on le disait tout à l'heure, l'émotion s'est invitée beaucoup plus qu'habitude dans la relation professionnelle. Les jeux de posture ont complètement fondu. Et il n'est pas nécessairement très facile d'être à l'aise avec le malaise de ses collaborateurs. Ça va être, à mon avis, tout l'enjeu aussi émotionnel ou psychologique du déconfinement. Beau challenge en tout cas. On va reprendre quelques questions SMS pour terminer cette session juste avant un petit mot de chacune. Y aura-t-il un retour à la normale ou simplement accepter de vivre dorénavant différemment avec les autres? Christine. Alors, je vais m'amuser avec les termes. Je ne sais pas ce que peut être la normalité. En tout cas, on ne reviendra pas au passé, ça c'est sûr. Quand une vie, qu'elle soit individuelle ou collective, au sein d'un collectif de travail, on a traversé ensemble une expérience collective, bien entendu, elle va venir nous nourrir, nous apprendre et nous inviter à fonctionner différemment d'avant. On reviendra pas au fonctionnement d'avant. En tout cas, je ne le C'est souhaite très pas. clair. Il sera au moins enrichi de l'expérience qu'on a traversée. Alors une question pour Marie-Claude. C'était juste la question d'avant. Cette période, si on peut revenir à la question d'avant, on va prendre celle-là, ce qui est aussi bien. Est-ce la fin des bureaux flex et de l'open space? Une question de Caroline. Marie-Claude, je vais vous poser cette question aussi. C'est une très bonne question. Je vais être franche avec vous. À aujourd'hui, je n'ai aucune idée de la réponse. Par contre, ce qui est certain, c'est que les impacts de la crise sanitaire vont nous amener dans les prochains jours et prochaines semaines à complètement revoir l'organisation des bureaux. Typiquement, chez Sage, nous sommes en flex office et cela pose effectivement énormément de questions sur les désinfections, la manière d'installer les différents collaborateurs, comment gérer le flux sur les sites. Donc il va certainement y avoir un certain nombre de coups de canif, en tout cas dans les prochains mois, sur l'organisation en flex ou en open space. Alors toujours pour vous, Marie-Claude, il y a cette question de la période qui a fait bouger les lignes de la fonction RH. Ça vous est déjà partiellement répondu, mais celle du management. Est-ce que ça fait bouger les lignes de la fonction management? Oui, je pense tout à fait. Et Dominique l'a un petit peu abordé tout à l'heure. Il y a une chose de fondamentalement différente. On a parlé des émotions, on a parlé du lien. La relation à distance, c'est vrai qu'on l'a assez peu évoqué dans cette e-conférence, mais c'est totalement différent d'avoir des points même réguliers avec les membres de vos équipes en face à face et au travers d'un ordinateur. Vous n'avez plus la perception du langage non verbal, même si vous mettez la caméra. Il y a une distanciation qui se crée et ça demande un acte managérial qui est fondamentalement différent dans la mesure où on doit revoir les bases. C'est-à-dire qu'on ne doit plus partir sur les mêmes prérequis, les mêmes perceptions, mais accepter de poser la question de savoir
comment ça va, quels sont les besoins, est-ce qu'il y a besoin de revoir la pratique ou les habitudes. Et ça, c'est une démarche qui n'est pas naturelle ou qui n'est pas innée. Alors en conclusion, je vais demander à chacune, on a une autre question, on va prendre juste 2 minutes. Que mettez-vous en place vis-à-vis du déconfinement? On en a déjà un petit peu parlé de ça. En un mot, Dominique, est-ce qu'il y a une ou deux choses que vous voulez mettre en exergue sur ce que vous préparez par rapport au déconfinement? Alors, ce qui est sûr, c'est que déjà, on communique pas à pas de nos avancées, nos certitudes pour rassurer, mais aussi en toute transparence ce que nous ne savons pas encore. On suit les préconisations du groupe et les conditions sanitaires qui sont requises. Nous avons des groupes projets pour préparer ce déconfinement en termes bien sûr de sécurité, en termes opérationnels, mais également en termes de préparation psychologique. Ça ne va pas être une grande fête où on va tous se taper dans l'épaule et s'embrasser, mais comment on va célébrer le retour des premiers arrivants chez Sedge, comment on va interagir, comment on va adopter la bonne posture en termes de travail, comment on va organiser nos réunions. Il y a toute une réflexion et donc des simulations qui sont prévues, des jeux de rôle pour pouvoir anticiper les réactions et également pouvoir identifier quels sont les freins, les contraintes de chacun, parce qu'on n'a pas tous les mêmes contraintes. Vous avez des personnes qui ne souhaitent retourner au bureau parce qu'elles ont peut-être des personnes sensibles, fragiles dans leur entourage. Il y a au contraire des personnes qui sont très motivées, qui n'ont qu'une hâte, c'est de retourner travailler au bureau, retrouver ses collègues. Donc, on travaille aussi sur voilà, quels sont les freins et les contraintes. Ok, Et on prend le pouls, je vous l'ai dit, de nos collaborateurs régulièrement pour savoir voilà, pour ça. où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils sont prêts ou pas, et de quoi ils ont besoin. Parfait. Alors, je vais vous demander juste à chacune, pour terminer cette session, un mot de conclusion. Mais vraiment, quel serait le mot que vous retiendriez par rapport à cette période qu'on vit et puis l'avenir qui maintenant est proche de l'après-confinement? Marie-Claude. Le mot que je retiendrai, c'est le mot fierté, et c'est essentiellement à la fois la fierté que nous avons sur ce que nous avons été capables de mettre en œuvre, et surtout la fierté de nos collaborateurs par rapport à l'accompagnement qu'ils ont bénéficié. Dominique. Je dirais appartenance. On ressent vraiment l'appartenance à la société Sedge. On reçoit aussi beaucoup de remerciements. Il y a tout le lien et l'appartenance à Sedge. Voilà, merci. Et Christine. Je crois plus que jamais que la connaissance de soi est une soft skill qui fera et qui fait déjà toute la différence dans le monde de l'entreprise et dans la vie en général. Je fais partie de ceux qui considèrent que l'intelligence de demain est dans un monde qui va très très vite. Demain, c'est déjà avant-hier. C'est une intelligence de la relation et de l'émotion. Pas une intelligence de la rationalité, de tout ce qui pourra être demain automatisé ou robotisé, mais de ce qui fait notre particularité humaine, donc nos émotions. Je parlerai presque même d'intelligence du cœur et moins de la tête. Parfait. Alors, merci à toutes pour ce passionnant échange et ce partage d'expérience. Et puis, merci à tous ceux qui ont suivi cette e-conférence, dont nous espérons qu'elle vous aura permis de mieux appréhender ce sujet pour aujourd'hui et puis surtout pour demain. À très vite pour une nouvelle e-conférence Sage. Alors, pour cela, proposons d'ailleurs de participer au choix des prochains thèmes. Durant cette e-conférence, vous avez une fenêtre qui vous permet de justement, en chat, en mode chat, mettre les propositions que vous avez pour les thèmes que vous voulez voir abordés. Bien évidemment, vous aurez tous un email de remerciement avec le replay de cette émission. Donc, juste pour terminer, prenez soin de vous et à très vite. Merci.